Autrefois sceptique sur le halo, Marco loue le rôle du halo à Silverstone. Eh oui, nous n'avons pas vu d'image détaillée pendant un long moment, ce qui est généralement un signe que quelque chose de mauvais se passe. Mais ensuite, nous avons reçu le message que ça n'allait pas si mal. Il faut dire que c'est vraiment grâce au halo. Zhou n'aurait jamais pu survivre sans lui. Cela montre aussi à quel point la FIA développe la sécurité, poursuit l'Autrichien, avouant qu'il était sceptique au sujet de la protection pour la tête des pilotes lors de son introduction. Marco pousse toutefois à la prudence face à l'accident qui a vu l'Alfa Romeo terminer sa course dans un grillage, et pense que c'est un incident isolé. Nous ne pouvons pas parler de points sensibles ici car chaque accident est différent. La FIA a réagi très rapidement. Ce qui s'est passé ici ne se produira plus dans un avenir proche. Les statistiques le montrent également puisque le dernier accident mortel a eu lieu à Suzuka où un pilote a glissé sous une grue. Ouais, là aussi c'était vraiment pas de bol pour Jules Bianchi, oh là là, quelle mort quoi. Le pauvre. La grue qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle aurait été 3 mètres plus loin, il aurait pas eu ça, même 2 ou 1 quoi. C'est vraiment l'horreur totale quoi. Bon en tout cas oui effectivement le halo joue son rôle, même en F2 on a vu qu'il a sauvé la vie de Roy Nissany, qui lui-même a failli se tuer à cause de ses propres bêtises, en envoyant un pilote décoller sur un anti-cut, des vibreurs. Donc ouais, le halo a joué un rôle très important à Silverstone. Vous en pensez quoi du halo vous? Les pilotes Mercedes ne se battent plus pour survivre. La W13 est une bête différente selon Chauvelin. Ouais, alors attendez un peu quelques courses sur différents circuits avant de vous réjouir les gars. J'aimerais pas une douche froide au Red Bull Ring ou en Hongrie là. Lors des premières courses, nous nous sommes littéralement battus pour survivre, et les pilotes se sont battus pour survivre avec une voiture qui était incroyablement difficile à exploiter. Nous avons fait un bon travail en marquant les points et en saisissant les opportunités quand les autres n'étaient pas fiables. Barcelone nous a été utile parce que nous avions quelque chose qui ne rebondissait pas sur tous les circuits où nous sommes allés. Mais il est clair que les 3 circuits routiers ont mis en évidence une autre faiblesse. Pour être honnête, nous sommes en train de l'analyser, nous cherchons les problèmes, puis nous essayons d'appliquer nos compétences en ingénierie pour les résoudre. Mais je dirais que la direction que nous voulons prendre maintenant est de plus en plus claire. C'est encourageant du point de vue du développement, cette évolution est la première sur la ligne, que nous avons commencé à créer à Barcelone. Chauvelin assure que la W13 a plus changé que ce qu'on a pu voir au fil de la saison avec des modifs souvent discrètes visuellement. En termes de concept de la voiture, nous avons beaucoup changé notre voiture depuis qu'elle a couru pour la première fois. Elle se comporte très très différemment de la première fois. Même si vous la regardez de loin, elle ressemble beaucoup à ce que nous avions au début, sur le plan aéro, mais c'est une bête différente. L'ingénieur salue toutefois les progrès de son équipe. Et alors que nos problèmes de rebond, à juste titre, ont généré beaucoup d'intérêt dans les premières courses, parce que nous étions au pire endroit du peloton. Si vous nous regardez ici, je pense que nous sommes en fait près du meilleur endroit. Nous ne sommes certainement pas les meilleurs, mais nous sommes loin des pires. Loin d'être les pires. Oui, bah encore heureux. Je pense que nous avons fait des progrès. Ce qui nous reste donc, c'est une voiture qui est un peu plus rigide que ce que nous aimerions, mais c'est certainement une voiture avec laquelle nous pouvons commencer à travailler. Enfin, j'ai envie de dire. Après presque une moitié de saison. Il serait temps, Mais comme j'ai dit, j'attends de voir quand même les circuits qui arrivent. Moi, c'est la Hongrie qui me fait un peu peur. Si la Hongrie, ça se passe bien aussi, je pense que ça ira pour la suite de la saison. Le Castellet, donc de base, ça devrait être un bon circuit donc pour Mercedes. Le Red Bull Ring, c'est un peu une interrogation aussi. Je sais pas trop, on n'a jamais vraiment performé chez Mercedes au Red Bull Ring, donc à mon avis, ça peut être un peu compliqué quand même. Mais bon, on verra bien. Cette saison 2022 est quand même assez imprévisible. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Mercedes est vraiment de retour ou pas? Ciao. Sainz peut-il encore être le leader chez Ferrari? Villeneuve voit une situation floue chez Ferrari. Ça m'étonnerait quand même parce que, encore une fois, Leclerc il avait un peu le dessus au niveau perf à Silverstone. Leclerc a parlé comme s'il avait déjà été déclaré leader définitif, mais ce n'est pas le cas, même contractuellement. A déclaré Villeneuve, il est encore trop tôt pour ça. Sainz a encore une chance. Irvine a donné trop de points à Schumacher en 99 et a fini par perdre le championnat en conséquence. Je pense que Ferrari ne sera pas très heureux du ton employé à la radio. A noter toutefois que Leclerc a compté jusqu'à 51 points d'avance sur Sainz avant une série de malchance, n'impliquant pas de sa faute, ponctuée par un abandon, 2 stratégies ratées et une pénalité avec départ du fond de grille. Son avance est aujourd'hui de 11 points, mais le Monégasque est largement plus convaincant que l'Espagnol en ce début de saison, que ce soit en matière de rythme ou en termes de régularité. Un autre ancien pilote, Jarno Trulli, a déclaré au journal La Repubblica que Ferrari devra finalement désigner un numéro 1 clair pour le titre 2022. Le succès en F1 est sacré, donc un premier pilote devrait être trouvé dans les 2 mois. Timo Glock va aussi à l'encontre de Villeneuve et pense que la Scuderia devra rapidement se choisir un leader. Ferrari doit se positionner différemment si elle veut avoir un sérieux mot à dire dans le titre. Cependant, Trulli est d'accord avec Villeneuve pour dire qu'il est encore trop tôt pour les consignes d'équipe contre Sainz. Pourquoi aurait-il dû ruiner sa course et le priver de sa première victoire? Si Leclerc dominait, je répondrais différemment. Il dominait pas spécialement, mais il était quand même un poil au-dessus en termes de rythme. Ça se comptait à 1 ou 2 dixièmes au tour, c'était pas énorme, mais bon. Je pense qu'au final, sur une course, ça aurait fait la différence et il se serait retrouvé à 5-6 secondes
On voyait surtout au dernier relais qu'il n'arrivait pas à suivre Sainz, quoi. Mais maintenant, ils ont presque les mêmes points. Sainz progresse, il était en pôle, donc il était normal que la course soit exempte de hiérarchie. Cela montre la situation compliquée dans laquelle s'est mise Ferrari en ruinant plusieurs courses de Leclerc et ne lui donnant pas la priorité à Silverstone, là où Leclerc était un leader évident après Miami. Il en devient aujourd'hui menacé par celui qui ne l'a battu qu'une seule fois en qualif. Le Canada est dans une situation spéciale puisque Leclerc ne s'est pas battu en qualification en se sachant pénalisé. Pas faux. Tom Coronel pense que Ferrari devrait expliciter une situation qui n'est pas aussi claire aujourd'hui qu'à l'époque de Michael Schumacher. Barrichello était vraiment numéro 2 net. Mais à l'heure actuelle, Ferrari a 2 pilotes qui peuvent tous les deux gagner. D'un point de vue sportif, il ne pouvait tout simplement pas lui enlever cette victoire. En fin de compte, cependant, Ferrari est intervenu, notamment lorsque Sainz a été invité à laisser 10 longueurs de voiture à Leclerc. Ce à quoi Sainz a refusé, clairement. En revanche, Villeneuve comprend que Leclerc s'agace des stratégies ratées tout le temps, qui lui coûtent cher. Je comprends la colère de Leclerc après la course, car c'est un autre exemple. Mais ce sur quoi il doit travailler, c'est sa communication avec l'équipe. Ouais, mais bon, le truc, c'est que il est assez sanguin dans ses propos. Leclerc, il s'énerve vite, j'ai l'impression. Et on peut le comprendre, parce que là, franchement, vu ce qui s'est passé, c'est de l'abus total, quoi. Bref, on verra ce que ça donne, du coup, dans le futur, dans les futures courses, et notamment dans les 3 qui arrivent, avant la pause. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Sainz peut encore être un leader chez Ferrari? Le P1, disons-le. Dites-moi en commentaire. Ciao. Villeneuve, à quel point pouvez-vous être stupide? Oula, Jacques, qu'est-ce qu'il a de cassé encore? Par rapport aux manifestants, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Donc des manifestants anti-pétrole, ils ont traité d'idiots, Jacques Villeneuve. Drapeau rouge agité très tôt pour les accidents de Zhou et Albon a probablement permis d'éviter un accident plus grave, les F1 passant finalement au ralenti à leur niveau dans Wellington Strait. Un coup de bol. Jacques Villeneuve est plus cinglant que les pilotes envers ces idiots. J'ai été choqué par les images, ce sont des idiots, rien de plus. À quel point pouvez-vous être stupide? Ont-ils la moindre idée du danger que ça représente pour eux-mêmes et pour les pilotes? Des voitures qui vous foncent dessus à 300 km/h. C'est un peu différent de courir nu à travers un champ. C'est complètement ridicule. J'aime bien la comparaison. Ah ouais. Oh la vache, les mecs. Non mais sérieux, ils se sont assis sur la piste. Ah ouais, je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Oh putain. Alors imaginez, il y aurait plus eu de drapeau rouge, ça aurait fait quoi, là? Ça se trouve, les pilotes, ils les auraient vus au dernier moment, ils auraient pilé, ça aurait fait un big one, quoi. Oh là là. Et merci encore une fois pour les spectateurs qui nous filment ça, parce que... on n'aurait jamais vu ça avec la réalisation, quoi. Ah ouais, c'est chaud. Comme ils se font traîner. J'espère que ça va pas se reproduire dans la saison. Oh là là. Ouais, j'avoue, je rejoins un peu Villeneuve, hein, c'est complètement idiot. Ils ont eu de la chance que Zhou, du coup, se soit craché, que ça ait fait un drapeau rouge direct. Mais bon, là, franchement, saboter une course comme ça, ils passent plus pour des cons qu'autre chose, en fait. Hein. Il fallait faire ça autrement. Qu'en dites-vous? Ciao, ciao. Piquet risque la prison. La prison, carrément, quoi. Pour ses commentaires sur Hamilton. Une enquête pénale devrait être ouverte. Depuis, d'autres images, donc, depuis cette affaire, ont été montrées. Et on a vu Piquet, donc, en train de tenir des propos homophobes sur le septuple champion du monde. Il pourrait maintenant y avoir des conséquences judiciaires pour le Brésilien de 69 ans. 3 députés brésiliens demandent aux procureurs locaux d'envisager des poursuites pénales contre l'ancien pilote de F1. L'avocat Renan Gandolfi, pas Gandalf, hein, du coup, affirme qu'une amende ou même 3 ans de prison sont théoriquement possibles. Bon, je pense pas qu'il fasse de la prison, mais bon, c'est la peine qu'il risque au max, quoi. Traiter les êtres humains noirs de manière clairement péjorative, comme le fait M. Nelson Piquet, fait obstacle à la mise en œuvre de l'égalité, a déclaré la députée socialiste Taliria Petrone. Le racisme qui structure notre société doit être combattu partout. Son action est soutenue par 2 autres députés, Auréa Carolina et Vivi Reis, qui ont porté plainte de manière officielle pour qu'une enquête soit ouverte. Eh ben, bon bah écoutez, il est dans la merde, il est dans la sauce, Nelson. Qu'est-ce que vous en pensez? Mérite-t-il la prison? Ciao. Aston Martin veut garder Vettel malgré les vibrations négatives. Alors apparemment, Aramco, le sponsor pétrolier de l'équipe, aurait été un peu froissé. La contribution qu'il apporte à la construction de l'équipe dépasse de loin toutes les vibrations négatives. Selon Mike Crack, avec un pilote du calibre de Sébastien, il faut vivre avec des opinions bien arrêtées. Avant tout, on veut un pilote de course rapide. Et avec Seb, la question ne se pose même pas pour moi, le rythme est toujours là. Et oui, il a remarqué des points encore à Silverstone. Hein. Sans la safety car, il aurait pu en marquer plus d'ailleurs.
Il n'y a plus beaucoup de pilotes de haut calibre avec cette expérience qui travaillent encore à ce niveau. Nous sommes super contents de lui. Nous aurions aimé qu'il ait déjà signé. Selon Mike Crack, la raison pour laquelle Vettel n'a pas encore signé est qu'il attend de voir les signes clairs de progrès de la part de l'équipe. S'il voit la lumière au bout du tunnel, alors la décision est beaucoup plus facile pour lui. Sébastien ne court pas pour la 17ème place. Oui, c'est sûr. Bon, je pense qu'on aura la réponse courant de l'été, peut-être à la rentrée, en septembre. Mais bon, c'est qu'une affaire de semaines. Hein. De toute façon, on aura vite la réponse de Sébastien, je pense. Ouais, peut-être à la reprise hein, pour Spa, je pense qu'on aura un début de réponse. Peut-être même avant. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Alors, petit scoop de Franck Montagny qui annonce dans son débrief de la course du Grand Prix de Silverstone 2022, donc, sur Instagram. Donc, allez le suivre, hein, c'est intéressant ce qu'il dit quand même. Là, en plus, il est pas bridé par Canal, donc il dit ce qu'il veut, quoi. Il a bien défoncé Ferrari, d'ailleurs. Donc, lui, il annonce que Ricciardo ne sera pas là l'année prochaine. Écoutez, je vous laisse le petit extrait d'une minute. Norris super, enfin belle course, on l'a vu, il était présent, il attaquait, il s'est fait une belle passe d'armes avec Hamilton quand même, hein. Je crois qu'au début c'était quand même plutôt chaud, plutôt cool. Il tenait le rythme. Ricciardo, je pense que très sincèrement entre vous et moi, je pense que c'est cette dernière année. Je vois pas comment Ricciardo il peut être l'année prochaine. Il prend tôle sur tôle par Norris, il est pas présent, il n'emmène pas la caisse. Enfin, je sais même qu'il il sera pas là. Je pourrais pas vous dire qui, ni quoi, ni rien, mais McLaren fait déjà a déjà commencé à faire son shopping. Voilà. Ok, alors là, c'est une info, hein. Un scoop même. Donc à voir si ça va se vérifier, tout simplement. Alors il dit McLaren fait son petit marché, mais auprès de quel pilote Gasly ayant prolongé chez AlphaTauri, enfin il fera sa dernière année de contrat. Qui serait éventuellement libre pour remplacer Ricciardo? Peut-être un pilote issu de l'IndyCar ou de la F2, je ne sais pas. Ou peut-être un transfert de pilote déjà actuellement en place. Je pense à Vettel qui pourrait aller chez McLaren, mais bon. J'y crois pas trop, honnêtement. Vettel chez McLaren, ça me paraîtrait un peu bizarre. En tout cas, il nous a aiguisé notre envie de savoir qui va remplacer Ricciardo. J'espère qu'il mytho pas que c'est vrai ce qu'il dit et qu'il a des infos secrètes. On verra bien, écoutez. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Leclerc, le danger en F1, ce sport a tué des gens que j'aimais, mais je n'ai pas peur. Ah vaut mieux pas avoir peur de toute façon si t'es pilote. Hein. Je ne pense pas au danger, déclare Leclerc. J'étais extrêmement proche de Jules et d'Antoine, que je connaissais depuis que nous étions jeunes. C'est très, très difficile de voir des gens que vous avez connus qui ne sont plus là, à cause du sport que vous aimez le plus. Mais je ne pense pas m'arrêter, j'ai été programmé pour faire ça depuis que je suis plus jeune. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire, je suis juste bon à conduire. Ok. Le père de Charles Leclerc était décédé 2 jours avant, une course de F2 à Bakou. Une course remportée par Leclerc, le pilote, raconte aussi cet épisode. Oh, putain, ouais, il a connu beaucoup la mort hein, dans sa vie, autour de lui en fait. Leclerc, c'est étonnant. Je me suis demandé ce que mon père aurait voulu que je fasse à ce moment-là. La réponse est venue assez vite, courir et gagner. Les 2 objectifs ont été atteints. J'étais extrêmement proche de mon père, il avait pratiquement tout fait pour moi. Je suis allé directement à Bakou, puis je suis revenu pour faire ce dont j'avais besoin avec ma famille. Je peux être émotif à la maison, mais je suis une personne différente dans la voiture. J'ai un caractère que j'ai construit au fil des ans. Je peux passer d'une fenêtre à l'autre pour être à 100%. Et les seules choses pour lesquelles je me suis senti coupable sont le décès de mon père et d'un ami, mais c'était seulement pour quelques heures. Ce sport a tué des gens que j'aimais, mais j'ai pas peur. Ces évocations ont de quoi, bien sûr, faire relativiser une lutte chaque semaine pour les victoires en F1. C'est cependant l'objectif de Charles Leclerc. C'est une longue saison et je crois que nous pouvons gagner le championnat. C'est ce qui me fait me lever le matin. Les bons moments viendront. D'ailleurs, avec une bonne voiture, Lewis Hamilton ne pourrait-il pas se mêler au titre dès que ça sera possible? Je pense qu'avec une bonne voiture, oui, parce que c'est un grand pilote. Mais si c'est lui ou moi pour le championnat, je me choisirais évidemment. Désolé, Lewis. Alors j'ai pas compris pourquoi ils ont parlé d'Hamilton à la fin. Bon, pourquoi pas. C'est un peu HS, mais bon. En tout cas, voilà, Leclerc qui a pas été verni à niveau décès autour de lui. Hein, Bianchi, son père, Antoine Hubert, des proches à lui. Donc ouais, ça commence à faire beaucoup. Et ouais, il faut avoir les reins solides, hein, au final, pour encaisser tout ça. Mais bon, je pense qu'il a un bon mental, hein, Leclerc, au final. Après, on verra s'il arrive à s'imposer cette saison au niveau du titre mondial. Pour l'instant, c'est mal parti, hein, avec Ferrari qui fait de la merde. Encore et toujours. Allez, ciao, ciao. Horner, la F1 doit garder les circuits historiques au calendrier. Bon, bah c'est mal barré, hein. Comme on a vu, hein, les rumeurs disent la France et la Belgique, ça dégage. Surtout la Belgique, problème. Par contre, Monaco devrait rester, Silverstone aussi, heureusement. En même temps, ils peuvent pas virer Silverstone, il y a Hamilton, quoi. Et il y a 2 autres Anglais, quand même, il y a Russell et Norris aussi. Ça serait une folie totale de virer Silverstone, pour le coup. Personnellement, je suis très attaché à ces courses, je suis un fan du sport et des courses comme Silverstone ou comme Monaco doivent être protégées et inscrites au calendrier.
Nous devons nous assurer que nous travaillons collectivement pour protéger ces circuits, mais aussi, c'est formidable et excitant de courir sur de nouveaux circuits. On parle de 24 courses, ce qui est épique, mais la demande pour la F1 est telle que nous avons toutes sortes de pays différents qui poussent vraiment pour avoir une course. C'est formidable d'avoir cette demande. N'est-ce pas trop demandé? Aux équipes et au personnel surtout. Pour Horner, il y a eu beaucoup de progrès pour préserver les membres qui sont sur les circuits. La façon dont le week-end de F1 fonctionne maintenant, les heures de travail, les gars sont de retour à l'hôtel pendant plus de 12 heures, alors qu'autrefois ça fonctionnait toute la nuit. La vie en tant que mécano en F1, maintenant sur une piste de Grand Prix, c'est beaucoup plus acceptable qu'il y a peut-être 10 ans environ. Le sport a fait du bon travail dans la gestion du temps de travail, et bien sûr, comme toute chose, il faut trouver un équilibre. Même si le couvre-feu aide le travail sur place, ça n'empêche en rien que ce personnel a de moins en moins de temps libre, et de week-end en famille. Oui, effectivement. Oui, bon, après voilà, je suis assez d'accord avec lui. Silverstone, faut le conserver absolument. Vu les courses qu'on a en plus, ça serait débile de l'enlever. Bon, Monaco, c'est quand même un classique aussi. Même si effectivement les courses sont pas ouf. Faudrait éventuellement le conserver quand même, je pense. Même si évidemment c'est pas le meilleur spectacle globalement. Donc voilà, écoutez, on verra le calendrier provisoire dans quelques semaines de la part de la F1. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Keanu Reeves fait un documentaire sur Brown GP, un projet pour raconter une belle épopée de la F1. C'est donc pour ça qu'il était à Silverstone, Keanu. Bon, je vous passe l'intro, ça répète ce qu'on sait déjà, le film avec Hamilton et Brad Pitt, etc. C'est désormais l'existence d'un projet documentaire qu'on apprend impliquant cette fois Keanu Reeves. L'acteur est dans le paddock de Silverstone ce week-end, au sein du garage Aston Martin. Il a révélé qu'il travaille sur un documentaire retraçant l'épopée de Brown GP en 2009, lorsque Ross Brawn avait racheté Honda in extremis, pour aller chercher 8 victoires et 2 titres, avant de revendre son équipe à Mercedes. Reeves et Brawn se sont rencontrés à Silverstone ce samedi, donc, et l'acteur des sagas Matrix et John Wick a confirmé qu'il voulait produire un documentaire à ce sujet. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Nous voulons raconter cette histoire étonnante et remarquable, a déclaré Reeves. Il y a tellement de choses à dire. De l'extérieur, un de mes amis m'a raconté l'histoire et elle m'a vraiment frappé. Il travaillait pour Brawn à l'époque dans la publicité, il était producteur et réalisateur. Alors on s'est dit, racontons cette histoire. C'est génial d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé en Formule 1 cette année-là. Il n'y avait pas que les voitures et les nouvelles réglementations. La FOTA, la menace d'une discipline parallèle, il se passait tellement de choses en F1 à cette époque. Le monde de la F1 était extraordinaire, c'est toujours extraordinaire. Mais cette année-là, avec Brown GP, je pense que c'est quelque chose de spécial qui s'est produit. Keanu Reeves a été vu en bord de piste lors des qualifs pendant l'averse. Il est heureux d'avoir pu se mêler autant à l'action. C'est mouillé, mais c'est excitant, c'était absolument incroyable d'être aussi près. Silverstone sous la pluie, c'était parfait. Se tenir si près de la piste, de voir la vitesse et la façon dont ils prennent les virages et s'en sortent incroyablement. Artisan du succès de Brown Grand Prix, grâce à ses 6 victoires et son titre, Jenson Button sera aussi impliqué dans le projet. Il a révélé qu'il a discuté avec Keanu Reeves et qu'il va travailler auprès de l'acteur et producteur pour façonner ce documentaire. Nous avons déjà passé un peu de temps ensemble et beaucoup plus dans quelques semaines, a déclaré Button. Je suis impliqué dans ce projet, ça devrait être passionnant. Les réminiscences sont géniales, il y a beaucoup de séquences que personne n'a vues. Button a salué la motivation de son futur collaborateur à voir les F1 tourner. Je m'étouffe, au secours. Il n'était même pas dans le paddock chic. Il était dans l'autre voie des stands, il a regardé les courses en étant trempé. C'est un grand fan de ce sport et il est vraiment passionné. Donc j'ai vraiment hâte de travailler avec lui. Ouais, bah écoutez, j'ai hâte de voir ça peut être pas mal. Un petit docu sur le Brown Grand Prix, comment c'est construit le succès de l'équipe, etc., etc. Bon, ils étaient un peu en galère en fin de saison quand même, Brown Grand Prix. Heureusement qu'ils avaient accumulé beaucoup de points au début et au milieu, parce que Red Bull les avait vite rattrapés quand même. Hein. Mais bon, ils ont quand même gagné les 2 titres au final. Et Keanu Reeves, ouais, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, donc nickel. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Zhou n'est pas inquiet, même s'il n'a encore rien signé pour 2023, tout semble indiquer qu'Alfa Romeo le prolongera. Bon, il fait le job, hein, Zhou, franchement, bonne surprise cette saison. Il est clairement l'un des meilleurs débutants que nous ayons eu au sein de notre équipe, a déclaré le directeur sportif de l'équipe, Pete Zander, qui admet qu'il s'attendait à avoir au moins 1 ou 2 crashs, sur faute de pilotage. Ben non, même pas. S'il continue ainsi, il serait préférable pour notre entreprise de poursuivre avec lui. C'est un gars sympa, très professionnel avec l'esprit d'équipe, il est vraiment concentré sur la performance de tout le groupe. C'est ce que vous voulez en tant que directeur d'équipe. Il fait du bon travail. Zhou lui-même ne semble pas se faire de soucis au sujet de son avenir, même s'il n'a encore rien signé avec Alfa Romeo pour l'instant. Je suis pas vraiment inquiet au sujet de mon avenir pour le moment, si tout se déroule comme prévu, je ne vois aucune raison de m'inquiéter au sujet des plans pour l'année prochaine. Le Chinois note également l'impact de sa présence en F1 au sein du pays. De la Chine, nous pouvons déjà voir une différence un pas en avant. Outre sa montée en puissance, Zhou s'est également fait remarquer dans le paddock pour son attrait pour le monde de la mode.
qui n'est pas sans rappeler un certain Lewis Hamilton. Et oui, le Lewis Hamilton chinois. Certains pilotes ne se voient peut-être qu'en sport auto, mais pour ma part, je suis passionné par le design, j'aime la mode. Lewis, c'est peut-être à un autre niveau, mais je suis heureux de pouvoir m'exprimer. Très bien. Ouais, bah écoutez, on verra. Bon, il s'est pris un énorme crash, hein, du coup, à Silverstone, mais c'est pas de sa faute. Azul, il peut rien, là, pour le coup, c'était un dommage collatéral d'un énorme crash à cause de Gasly ou de Russell. Ça dépend du point de vue de chacun. Ouais, je vous laisse commenter, ciao. Pas de Grand Prix de France et de Belgique, pour l'instant, en calendrier provisoire. Alors, c'est pas officiel, a priori, c'est selon des sources aux Pays-Bas, donc bon. Donc, le journal néerlandais Limburger affirme que le calendrier de l'année prochaine commencera le 5 mars à Bahreïn après un test officiel de 3 jours sur le même circuit de Sakhir. 2 semaines plus tard, l'Arabie Saoudite et la prochaine course sur le calendrier provisoire, suivie d'une semaine plus tard par l'Australie. Alors, déjà, il y a un truc qui me chiffonne. Pourquoi l'Australie est une semaine plus tard à l'Arabie Saoudite, en fait? Pourquoi plutôt ne pas avoir fait Bahreïn, puis une semaine après Arabie Saoudite? Ça aurait été peut-être plus logique dans ce sens-là. Le calendrier pourrait passer de 23 à 24 Grands Prix si le Grand Prix de Chine relâchait suffisamment ses mesures anti-Covid pour permettre le retour de Shanghai après une absence de 3 saisons. Monaco aurait sauvé sa place, quant aux courses en France et en Belgique, elles auraient été exclues du calendrier. Voilà. Bon, la France, ça me chagrine pas trop, par contre la Belgique, j'avoue, c'est chaud quoi. Spa-Francorchamps peut encore espérer une prolongation d'1 an si la nouvelle course en Afrique du Sud n'a pas lieu en 2023. Bah super hein. Franchement, c'est un monument du sport auto, Spa, qui soit pas en F1, c'est une honte, quoi. Franchement, lamentable. Voilà, on attend évidemment avec impatience le calendrier provisoire officiel. Même si, bon... D'ailleurs, ça voudrait dire que ça commencerait le 5 mars, ça commencerait assez tôt, hein, finalement, la saison 2023. Ça, c'est pas plus mal, d'ailleurs. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Comme Raikkonen ou Villeneuve, Kiat va rouler en NASCAR, en Cup Series. Donc la division 1 de la NASCAR, attention. C'est pas la division 2 et tout, quoi. Kiat était présent à Road America ce week-end où la NASCAR a fait escale. Il a pu étudier le déroulement d'une course auprès du pilote titulaire de l'équipe, Loris Hezmans. Le Russe espère rouler lors d'une course sur routier cette saison. Dans les faits, ça lui laisse 3 options. Le Indianapolis routier, fin juillet, Watkinsville le mois prochain ou le Roval de Charlotte. C'est super bien d'être ici à Road America pour une course de NASCAR avec l'équipe Esberg. Et j'ai passé du temps avec Loris, qui m'a donné beaucoup d'informations sur la voiture et comment se passe un week-end ici. D'ailleurs, le team Esberg, ouais, c'est le team dans lequel Villeneuve a roulé en février à Daytona. C'est toujours bien de voir cela par soi-même. La NASCAR m'a toujours rendu curieux et j'espère en tester une bientôt. C'est un monde fascinant pour moi et j'ai toujours aimé ce sport. Il a ensuite confirmé qu'il prendrait bientôt le volant de la Ford Mustang numéro 27. L'année dernière, j'ai regardé en tant que spectateur, mais cette année, je vais explorer NASCAR sous tous les angles. Vous me verrez bientôt dans une voiture de NASCAR Cup. Très bien. Eh bien écoutez, on verra ça. Team Esberg, donc, qui recycle les pilotes de F1, visiblement. Pourquoi pas, remarque. Ça leur fait un coup de pub au passage. Voilà, je vous laisse commenter. Ciao. Ferrari, Leclerc était comme Hamilton à Abu Dhabi 2021. Et oui, eh ben, on a vu que c'était pas une très bonne idée, du coup, d'avoir fait comme Mercedes, de pas s'arrêter, mais en même temps, bon, à Abu Dhabi, si Mercedes s'était arrêté, peut-être que Red Bull ne se serait pas arrêté. Et au final, Verstappen serait quand même repassé en tête, quoi qu'il arrive. Alors, Binotto, du coup, il a dit qu'il était logique de donner la priorité à la voiture de tête en protégeant les positions de piste. Il n'y a rien d'inhabituel dans cette stratégie, nous donnons toujours la priorité à la voiture de tête, et donc à Charles dans cette situation. Il était sur des pneus plus frais à ce moment-là, et s'il avait été au stand, nos adversaires auraient fait exactement le contraire, et auraient gagné une position sur la piste avec des pneus neufs, avec des pneus durs presque neufs. Il suffit de penser à Hamilton lors de la finale de la saison dernière à Abu Dhabi, lorsqu'il est resté en piste. Mais, enfin, le mec donne un exemple qui le contredit en fait, qui ne va pas dans son sens. Mais le gars est lunaire, hein, franchement. Hein. En même temps, nous avons décidé de mettre Carlos sur la stratégie opposée afin de couvrir toutes les opportunités. Si nous n'avions pas suivi cette stratégie de division, nous aurions risqué de perdre la course et de donner la victoire à nos adversaires. Mais non, en fait, il fallait arrêter les deux Ferrari. Même peut-être que Sainz aurait perdu 3-4 secondes dans l'histoire, mais il serait, je pense, ressorti 3ème au pire derrière Hamilton, voilà. Et il aurait peut-être pu tenter de bouffer Hamilton un peu plus tard dans la course, après la reprise. Oh là là, c'est incroyable, hein, incroyable. Je comprends pas comment ils peuvent se voiler la face autant chez Ferrari. C'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Horner veut débattre une règle du deuxième départ. Oui, c'est vrai que c'était un peu spécial, hein, la grille au final qui était la même qu'au premier départ. Pour le nouvel ordre de départ, la FIA a décidé de réutiliser la grille et non les positions acquises après l'envol. Pour une simple raison, toutes les voitures n'avaient pas franchi la deuxième ligne de la voiture de sécurité, permettant d'établir un premier classement intermédiaire. Pour Horner, c'est pas normal, c'est très frustrant. Nous avons questionné la décision de la FIA.
C'était une perte pour Max qui avait pris le meilleur départ, mais un gain pour Sergio qui avait perdu des places. Mais la FIA nous a expliqué que toutes les voitures n'étaient pas passées à temps sur la deuxième ligne de safety car. La seule référence de classement donc était celle de la ligne de départ. C'est donc pourquoi ils ont relancé la course dans l'ordre initial. C'est frustrant et c'est peut-être quelque chose que nous devrions revoir en termes de règles. Bah, moi je dirais que, en fait, ça aurait dû être les positions au moment du drapeau rouge, tout simplement. Le drapeau rouge est déployé. On se pose pas de questions si toutes les voitures ont passé cette fameuse ligne ou pas. Et on fiche les positions à ce moment-là, et puis on repart avec ces positions-là. C'est pas compliqué, bordel. Toujours se compliquer la tâche, hein, la FIA, alors ça pourrait être des trucs simples des fois. Vous en pensez quoi? Ciao. Verstappen se félicite d'une bonne bataille avec Mick Schumacher. Ah! J'ai mis la vidéo de cette bataille hier sur Team Motorsport, je vous le mets le lien dans la description, si vous l'avez pas vu. Mais franchement, c'est sale. C'était très sale. Et Max aurait mérité une peine, selon moi. Ma voiture se traînait un peu, a déclaré Verstappen, sans deck. Mais dès que son ingénieur Gianpiero Lambiase me dit que c'était sûr de rouler, je sais qu'il ne me mettrait jamais en danger. Je sais que lorsqu'ils me disent qu'il y a des dégâts sur la carrosserie que nous pouvons voir les pertes d'appui, c'est bon. Quand je sais qu'il y a des dégâts, mais qu'il y a aussi des dégâts sur la suspension, c'est une autre histoire. Heureusement, ce n'était pas le cas, donc j'ai pu attaquer avec ce que j'avais pendant toute la course. À la fin, je savais aussi que Mick essayait vraiment d'aller chercher la 7ème place. C'était amusant, bien sûr, je n'appréciais pas d'être où j'étais. Mais vous pouvez aussi apprécier la lutte que vous avez avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'était une assez bonne bataille. Ouais, on va dire ça. Verstappen et Mick Schumacher ont parlé après l'arrivée. Le Néerlandais a confirmé que son rival avoir vu sa détermination. Je lui ai dit, je savais que tu te battais pour les points. Il a dit oui, mais je voulais vraiment être 7ème. J'ai dit, je sais que tu le voulais, je l'ai vu. C'était une bonne bataille. Verstappen a tassé Mick Schumacher dans les derniers virages, notamment dans la dernière accélération, et le Néerlandais ne s'en cache pas. Je me disais, maintenant, il doit freiner, sinon on abandonne tous les deux. Heureusement, il était assez intelligent pour le faire. Mais super, enfin, le mec, il est prêt à abandonner, juste pour pas lâcher une 7ème place, quoi. Et voilà, ça c'est la mentalité de Max Verstappen. Hein. Donc certains me disent, il a changé, il a gagné en maturité, ouais, tu parles là, vite fait quand même. Hein. Quel genre de pilote se dit ça, en fait? Surtout quand tu joues le titre. C'est pas comme si c'était, je sais pas, un pilote Williams qui voulait absolument pas lâcher cette 7ème place, là. Ouais, c'est spécial hein, quand même. En tout cas, une chose est sûre, ça aurait été Michael Schumacher à la place de Mick. Le Max, il aurait pas fait long feu. Hein. Il aurait dégagé, il aurait été au crash, hein, Michael Schumacher, je pense. Il aurait pas lâché. Hein. Mick, il est tendre, il voulait absolument garder ses points aussi. Je pense qu'il a pas pris trop de risques. Mais bon, voilà, je vous ai mis la vidéo en question dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao.